Des visites vidéo osées, de la contrebande en tout genre et des allégations de harcèlement sexuel. Voici quelques allégations formulées contre l'adolescente surnommée l'enfer sur Roe, Mackenzie Sherrill, après son incarcération. Je vais vous parler des ennuis qu'elle a eus derrière les barreaux et des choses folles qu'elle a même avoué avoir faites. Je suis Anjanette Levy et voici Crime Fix. Le juge qui a envoyé Mackenzie Sherrill en prison, probablement pour le reste de sa vie, l'a surnommée l'enfer sur Roe. C'était bien sûr parce qu'elle a foncé à 100 miles à l'heure contre un mur, tuant son petit ami Dominic Russo et son ami Davion Flanagan. Voici des agents du service de police de Strongsville, dans l'Ohio, intervenant sur les lieux le 31 juillet 2022. Enregistrement installé, Wi-Fi connecté. On doit casser la vitre. On a besoin de plus d'unités. Tu ne comprends pas? Dans... Là-bas, et fais-le. Maintenant! Personne n'est rassasié. Enregistrement installé, Wi-Fi connecté. Voilà. Mon Dieu, personne ne respire. Personne ne respire. D'accord, cassez cette fenêtre. Force that window out. Mon Dieu, mec! Qui peut entendre ma voix? Qui est ici? Chauffeur. Radio. Respirant, se dépêchant, chauffeur. Viens d'ici. Signalons-le. Bien. Salut Brian. Comment vas-tu? Ravi de t'appeler. Bonne année! Salut Tommy! Nous avons besoin d'une ligne ouverte juste là. D'accord, ici. C'est mauvais, les gars! Elle est vivante! Il faut la sortir d'ici demain! D'accord. Essaye d'atteindre là-haut d'une façon ou d'une autre. Les procureurs affirment que l'accident était intentionnel. Mackenzie a survécu de justesse, alors que son avocate évoque un malaise médical et son profond regret du drame. Chacun campe sur ses déclarations. Elle purge 2 peines de 15 ans à perpétuité chacune pour les meurtres de Dominic et Davion. Le juge, comme je l'ai mentionné, a qualifié Mackenzie de « une furie sur roue ». Et dans le documentaire Netflix, L'accident, Mackenzie a essayé de se montrer pleine de remords. Mais devinez quoi? Les dossiers du département de l'administration pénitentiaire de l'Ohio donnent l'impression que Mackenzie a semé pas mal de chaos pendant son court séjour derrière les barreaux. Et je vais tout vous raconter, les accusations de harcèlement sexuel, l'exhibition de sa poitrine et bien plus encore. Certaines des infractions semblent mineures, tandis que d'autres sont plus graves. En mai 2024, Sharila a eu des ennuis pour s'être trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. L'agent a écrit à la date et à l'heure approximative ci-dessus, à 23h40, Sharila a été vue dans la salle commune du 2e étage, parlant sur sa tablette. C'est le 2e incident où la détenue Sharila a été trouvée dans la salle commune après la fin du temps de détente. Sharila est accusée de l'infraction 5.6 pour présence hors zone autorisée. Mackenzie a répondu « Je ne savais pas ». Elle a reconnu sa culpabilité et l'officier d'audience l'a déclarée coupable.
Avançons jusqu'en octobre 2024 et les infractions deviennent un peu plus graves. Le rapport indique qu'à la date et heure approximative ci-dessus, j'effectuais en tant qu'agent Brice mes fouilles aléatoires de lit. Lors de ma fouille de la détenue Sharila, j'ai trouvé 2 pantalons réglementaires modifiés, un ventilateur portant le nom et le numéro d'une détenue, non caviardée, barrée, et le nom de Sharila écrit du même côté, ainsi que 4 photos de magazines de nus. Pour cela, je vais l'accuser d'une infraction 12.3 pour possession des biens d'une autre détenue et d'une infraction 12.7 pour possession de contrebande. Sharila a déclaré au personnel « J'avais le ventilateur et les pantalons, ils ont été donnés à l'intendant et j'ai été accusé. » L'officier d'audience a écrit « Le ventilateur de contrebande a été détruit, les photos seront rendues et les pantalons retournés à l'intendant. » Sharila a été reconnue coupable et a perdu l'accès à la cantine pendant 30 jours. Le mois suivant, en novembre 2024, Sharila a de nouveau fait l'objet d'un rapport disciplinaire. Le rapport indique, le 11 novembre 2024 vers 12h40, l'agent Graham et moi arrêtions des personnes incarcérées pour des fouilles aléatoires. La détenue Sharila a été contrôlée et a volontairement remis un bloc de fromage et un paquet de nouilles qu'elle avait dans sa capuche. La détenue Sharila n'avait pas de chemise réglementaire du CFS, enfreignant ainsi le code vestimentaire. Elle portait aussi un sweat à capuche réglementaire modifié orné de perles. Je poursuis la détenue Sharila pour l'infraction 16.3 pour être venue au CFS en dehors du code vestimentaire et pour l'infraction 12.7 pour possession de contrebande. L'agent de Schoenlab m'a appelé depuis Hale pour m'informer que la détenue Sharila portait un t-shirt réglementaire sous 2 sweats à capuche. Quoi qu'il en soit, la détenue Sharila avait rentré col et t-shirt pour faire croire qu'elle ne portait pas de t-shirt réglementaire. Sharila a reconnu sa faute et a perdu l'accès au colis pendant 30 jours. 2 jours après, elle a encore eu des problèmes à cause de ses vêtements. À la date et à l'heure mentionnées ci-dessus, alors que j'effectuais des fouilles sur les détenus quittant le CFS, j'ai vu que la détenue Sharila portait un sweat bleu modifié en hoodie. Sharila sait que les effets personnels ne peuvent pas être modifiés. Elle a reconnu avoir le sweatshirt, mais a affirmé ne pas l'avoir modifié elle-même. Elle a perdu l'accès à la cantine pendant 30 jours? Mais écoute ça, le 29 avril 2025, Mackenzie Sharila a de nouveau été sanctionnée, cette fois pour avoir enfreint les règles concernant les visites vidéo. L'agent a noté qu'en regardant les vidéos, il a vu la détenue Sharila en visioconférence avec une ancienne détenue libérée. J'ai constaté que le nom d'identification vidéo ne correspondait pas à la personne présente lors de la visite. Le nom est caviardé, mais cette personne est approuvée comme visiteur sur DOTS. La personne qui effectuait réellement la visite, dont le nom est caviardé, n'est pas un visiteur approuvé et ne devrait pas rendre visite à Sharila. Ils ont eu plus d'une centaine de visites vidéo. Le visiteur a été désigné comme demandeur et est bloqué sur GTL. Capture d'écran jointe montrant le visiteur. Le nom reste caviardé. Mackenzie a assisté à l'audience sans déclaration et a reconnu sa culpabilité. Elle a perdu l'accès aux appareils électroniques pendant 30 jours et a eu des problèmes avec les gardiens le lendemain. Cette fois, Mackenzie a été accusée de harcèlement sexuel et de port inapproprié de ses vêtements. L'agent pénitentiaire a écrit « Je me suis approché de la détenue Sharila dans le bureau de la gestionnaire Jones pour l'emmener aux toilettes, vérifier sa tenue. IP Sharila était dans le bureau de M. Reams, qui lui a demandé son sweat modifié, considéré comme contrebande. La détenue a dit qu'il ne pouvait pas la voir car elle n'était pas bien habillée sous son sweat à capuche. Quand je lui ai dit que j'allais l'emmener aux toilettes pour m'assurer qu'elle était correctement habillée afin que je puisse prendre son sweat à capuche, elle a déclaré « S'il a eu une érection à cause de la façon dont je suis habillée, c'est sa faute. » Sauf qu'elle a utilisé un autre mot pour érection. Arrivée au bureau de Mademoiselle Jones, elle lui a demandé de l'accompagner aux toilettes car elle ne se sentait pas à l'aise. Quand nous sommes entrés dans les toilettes des détenus, la détenue Cheryl a ouvert la fermeture éclair de son sweat à capuche et sa chemise d'uniforme était complètement déboutonnée. Elle ne portait qu'une brassière de sport. On lui a demandé de boutonner sa chemise et de me donner son sweat à capuche modifié. Pendant tout le temps passé dans les toilettes, elle a été très irrespectueuse, parlant fort et demandant si notre seule préoccupation était sa veste modifiée. Cette personne a fait l'objet de plusieurs rapports disciplinaires pour vêtements interdits. Elle a reçu de nouveaux uniformes de l'État en échange des vêtements modifiés. Son sweat à capuche avait été repris sur les côtés et était très moulant. Sharila aurait dit « Je suis allée aux toilettes avec elle. Je n'ai jamais dit ça. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je n'ai pas été irrespectueuse. » Sharila a plaidé coupable et a été punie. Quelques mois plus tard, en août 2025, un autre incident lié à des allégations d'activité sexuelle a eu lieu. Un rapport indique que la personne avait les mains dans le pantalon de Sharila au niveau des fesses. Les dossiers montrent que Mackenzie a nié les faits.
La délinquante plaide non coupable. Je n'ai jamais permis qu'on me touche ni reçu de sanctions pour comportement sexuel. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas ça. Et il y a encore bien plus à dire. Je souhaite faire intervenir Justin Paperny. Il est gestionnaire de crise dans une entreprise appelée White Collar Advice et il conseille les gens sur la manière de purger une peine de prison. Donc, Justin, merci beaucoup d'être avec moi. Je vous en suis reconnaissante. Avec plaisir. Je veux entrer directement dans ces dossiers pénitentiaires. Ce dernier rapport disciplinaire, ou l'un de ces rapports disciplinaires, celui-ci date de septembre 2025, donc Mackenzie était là depuis plus d'1 an à ce moment-là. Et nous allons afficher ceci à l'écran. Il est écrit « L'officier Miller examinait les visites via Path ». C'est le système de visite vidéo. C'était une personne. Il y avait quelqu'un avec Mackenzie qui n'était pas approuvé. Et il est indiqué que, pendant cette visite, plusieurs choses inappropriées se sont produites. La visite a eu lieu à 18h06, montre Mackenzie Shirilla montrant son sein au visiteur. Puis à 21h08, le visiteur montre un jouet sexuel, puis le visiteur montre son sein. Et puis à 19h42, la visiteuse montre son sein avec un jouet sexuel. Donc c'est très descriptif ici, Justin. Mademoiselle Kenzie Shirilla ne pouvait pas nier cela. Elle ne pouvait absolument pas le nier. Alors, que pensez-vous de ce rapport disciplinaire en particulier? Est-ce quelque chose d'inhabituel? Des gens qui se livrent à des actes sexuels lors de visites vidéo. Ce n'est malheureusement pas rare. Les infractions disciplinaires sont fréquentes en prison. J'utilise l'exemple de rouler à 75 au lieu de 65 pour illustrer que vous pourriez vous en tirer. Le personnel de la prison ignore certaines choses car d'autres préoccupations sont prioritaires. Mais quand vous adoptez un comportement destructeur comme celui-ci qui menace la sécurité de l'établissement, c'est comme rouler à 125. Donc, cela peut entraîner la perte de remise de peine, du temps en isolement. Je l'ai entendu dire à sa mère en vidéo qu'elle refuse la détention protégée. Mais bien sûr, dans une situation comme celle-ci, on finit en détention protégée parce qu'il faut la séparer des autres détenus qui se comportent bien. Depuis son incarcération, c'est une étude de cas sur ce qu'il ne faut pas faire. Aucune empathie pour les victimes ni leur famille est détruite. Tout gravite autour d'elle, de son image et de son ego. De plus, ses parents l'encouragent, ce qui n'aide pas. Avec ce comportement, inutile d'espérer sortir de prison dans 15 ou 20 ans, elle se prépare vraiment à y rester pour le reste de sa vie avec des comportements comme utiliser des jouets sexuels lors d'une visite vidéo. Elle reçoit de mauvais conseils. Reçoit-elle vraiment des conseils? On ne sait même pas. Et je doute que ce documentaire Netflix lui ait été bénéfique. Il s'est même retourné contre elle. Bien sûr, c'est le cas parce que Netflix a un objectif, attirer des spectateurs, gagner de l'argent et obtenir des abonnés. Donc, ils ne vont pas créer un récit qui va l'aider. Malheureusement, elle ne s'en rend pas compte et prend selon moi des décisions qui la garderont en prison à vie. Et tant qu'elle ne comprendra pas comment ses actions vont l'influencer, cela va simplement continuer. On parle de personnes qui disent la vérité. Elle a des proches qui la confortent dans sa vie. Ils lui disent ce qu'elle veut entendre. Même si quelqu'un lui donne des conseils, pourrait-elle les accepter? Selon ce que j'ai appris, la réponse est non. Je veux dire, écouter ces enregistrements, c'est tellement écœurant. Je veux entendre l'identification de ce que veulent les victimes. J'ai honte, je suis désolé. La seule chose que l'on entend de la famille, ce sont des platitudes ou des clichés. Elle accepte le remords. Non, elle ne le fait pas, c'est juste pour la forme. L'accent est mis sur « je veux quitter la détention protégée ». Je suis entouré de personnes étranges et malsaines sans admettre qu'elles pourraient être le problème. À un moment donné, quelqu'un devra lui dire la vérité et elle devra l'accepter à moins qu'elle ne veuille passer le reste de sa vie en prison. C'est son choix. Elle a eu une autre infraction où elle a été accusée d'avoir volé beaucoup de choses. Et je veux aussi afficher celle-ci à l'écran. Ils ont dit l'avoir trouvée avec des boucles d'oreilles pendantes, ornées de breloques volées dans le vestiaire solidaire. Elle possédait des bouteilles de peinture et 11 tubes de peinture, une bouteille de cire, une boîte plastique, plus de 20 pierres, des coussins faits main, des Vans peintes, un coussin sans reçu, 2 t-shirts verts, des fossiles, un foulard, 2 t-shirts manches longues, des boucles d'oreilles pompons issues d'objets volés au vestiaire solidaire et d'autres objets divers. Elle avait des sacs de perles, toutes ces choses qu'elle n'était pas censée avoir, et elle a accepté le rapport disciplinaire. Elle dit « Je n'ai rien volé. Je l'ai eu de telle ou telle personne. J'aime peindre des tasses. Elle m'a donné les affaires. J'ai payé 10 l'unité pour les articles du vestiaire solidaire. Et ensuite, ça a été transmis à la commission des infractions. Donc elle a eu des ennuis pour ça. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment grave? Je veux dire, on aurait dit qu'elle avait une énorme collection de choses là-dedans. Elle dit qu'elle n'a rien volé, mais ils font comme si elle l'avait peut-être fait. Plus tard, elle a plaidé coupable.
La meilleure réponse qu'elle a donnée dans ses rapports d'incident, c'est quand elle n'a pas répondu, parce qu'à chaque fois qu'elle a choisi de répondre, certes, elle a plaidé coupable, mais il n'y avait aucune acceptation de responsabilité. C'était juste rejeter la faute sur les autres ou se trouver des excuses. Ce n'était jamais de sa faute. Certaines de ces infractions, comme prendre de la nourriture hors du réfectoire ou entrer dans un autre dortoir sans permission, sont des fautes disciplinaires individuelles. Un agent pénitentiaire peut laisser passer cela, mais ce n'est pas rare de sa part. Le problème, c'est que son comportement en prison consiste à continuer de tricher et de chercher des raccourcis, à commettre des infractions disciplinaires. Franchement, je suis surpris que la prison lui ait laissé autant de liberté pour continuer ainsi. Ce n'est pas une ou deux fois, mais des dizaines. Cela finira par arriver au point où elle obtiendra ce qu'elle ne veut pas. Isolement total, 23 heures par jour dans un bunker où elle ne pourra sortir que 3 jours par semaine pour se doucher et faire de l'exercice. Et tu peux seulement imaginer les lamentations ou les plaintes qui vont suivre. Donc, si je devais la conseiller, je lui dirais qu'elle doit comprendre qu'il pourrait y avoir une possibilité, à un moment donné, dans 20 ou 30 ans, où elle pourrait être libérée de prison. Cela paraît long, mais ça viendra. Si tu prends de bonnes décisions, j'assume pleinement ma conduite. Je m'identifie aux victimes. Si j'étais à leur place, moi aussi je voudrais une punition et une rétribution. J'espère qu'ils tirent une certaine satisfaction en sachant que je vais être en prison pour les 2 ou 3 prochaines décennies. Elle se crée un dossier par des infractions disciplinaires et en s'en moquant, se mettant en avant comme la vedette. Netflix ne fait qu'accentuer l'impression qu'elle est une sorte de célébrité ou de super-héros. Elle finira devant une commission de libération conditionnelle et dira « Je suis désolé, j'ai changé, je ne recommencerai plus, j'ai appris de mes erreurs ». Une commission de libération conditionnelle cynique lui demandera « Quel dossier avez-vous à présenter? Qu'avez-vous fait pour justifier votre libération ?» Je vous assure que les familles des victimes seront présentes à cette audience dans 15 ans. Quand elle acceptera cette réalité, elle prendra sans doute de meilleures décisions. Certaines personnes condamnées à de longues peines disent « Peu importe, la peine est trop longue, je ne sortirai jamais, je vais vivre ma vie ». Si je veux des jouets sexuels, des visites vidéo et des fans dans le monde entier qui m'idolâtrent, tant mieux, je resterai ici toute ma vie. Quoi qu'il en soit, elle passera probablement sa vie en prison. Ça en a tout l'air. À un moment donné, elle a même reçu ce qu'ils appellent un ticket. Ils appellent ça des tickets. On appelle ça des rapports de conduite, mais les détenus appellent ça des tickets. Et il semblait qu'elle en recevait sans arrêt, comme toutes ces choses. Je suis sûre qu'elle était très surveillée et peut-être rebelle. On n'a pas toute l'histoire, mais il semblait qu'elle en avait eu plusieurs d'affilée. Et quand elle en a accepté un, elle l'a signé sous la contrainte. Oui, je veux dire, quand il voit quelque chose comme ça, je veux dire, quand tu es dans une institution comme celle-ci, Justin, tu es censé avoir intégré le fonctionnement de l'institution. Tu sais, tu es censé rentrer dans le rang. Mais on dirait qu'elle a vraiment beaucoup de mal. Elle a du mal à s'adapter à ça. Voilà pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Dans le système fédéral, on parle de shots. Elle ne pense pas être coupable. Donc, s'il y a une injustice, c'est contre elle. Alors pourquoi suivrait-elle des règles qui sont destinées aux détenus qui sont réellement des criminels et qui ont enfreint la loi en se décrivant elle-même comme étant avec des gens fous? Elle ne s'identifie pas à eux, elle n'est pas l'une d'entre eux, elle est innocente. Cette injustice la frappe. Pourquoi devrait-elle respecter des règles qui, selon elle, ne devraient pas s'appliquer à elle puisqu'elle n'a rien fait de mal? Elle reste pleine d'espoir. Je vous assure, elle s'allonge sur sa couchette après une longue journée, s'attendant à recevoir à un moment donné un appel de son avocat qui lui dira « Vous avez gagné en appel. Vous rentrez à la maison demain. » Elle s'y attend. Et quand cette nouvelle n'arrive pas, et il est peu probable qu'elle arrive, la réalité va s'imposer. Je vais rester ici pendant très longtemps. Et en vieillissant, à force d'introspection, elle va réaliser à quel point elle s'est comportée de façon stupide, embarrassante et écœurante depuis qu'elle est en prison. Elle peut changer les choses. Nous pouvons tous devenir meilleurs que les décisions que nous avons prises par le passé, mais il est temps qu'elle commence à prendre de meilleures décisions. Elle ne pense tout simplement pas qu'elle est coupable. Quand on lit ses rapports de conduite et qu'on regarde le documentaire Netflix, l'accident, qu'on prend tout cela dans son ensemble, les 58 pages de rapports de conduite, on voit qu'elle ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. En prison, elle pense que ces règles ne la concernent pas et qu'elle n'a pas à obéir. Eh bien, il y a plusieurs choses qui se passent dans le système fédéral. Si vous avez 1 ou 2 infractions disciplinaires, c'est fini. Vous allez au trou, vous êtes transféré dans une prison à sécurité plus élevée, vous perdez du temps de remise de peine. Cantine, la couchette ou le travail que vous vouliez.
Les conséquences au niveau fédéral sont très sévères, notamment pour les iPhones et la drogue, qu'ils refusent totalement. Pourtant, il y a plus de laxisme dans cette institution, comme le dit le cliché. C'est comme avec des enfants. Ils font des bêtises, on promet une sanction, mais sans suite, ce qui les encourage à continuer. Il y a environ 40, 50, 60 pages de rapports disciplinaires, et ils peuvent déclarer coupable, rédiger un rapport, coupable, rédiger un rapport. À ce stade, qu'elle roule à 75 ou à 150, la conséquence n'est pas si grave, donc elle va simplement continuer à le faire. Je ne vois aucun moyen qu'elle arrête, à moins qu'il y ait une conséquence vraiment sévère, comme l'isolement 23 heures par jour, enfermé dans une cellule. Tu ne sais même pas s'il fait jour ou nuit. Tu te douches 3-4 fois par semaine, fais 15 000 d'exercices quotidiens et n'as pas le temps pour des jouets sexuels lors d'un appel vidéo. Celle-là m'a vraiment touchée. Et il semble qu'il se passe pas mal de choses avec les détenus. Je veux dire, c'est son seul choix à ce stade. Enfin, c'est tout ce qui est disponible, je suppose. Mais il s'agit d'anciennes détenues, des femmes, et donc cette partie-là m'a aussi vraiment touchée. Mais tu penses qu'elle peut s'en sortir? Si elle commence à agir correctement, à bien se comporter, à aller travailler comme on le lui demande, à ne pas avoir de produits interdits, tu penses qu'elle pourrait peut-être s'en sortir à temps pour son audience de libération conditionnelle en 2037? Aucun doute. Si tu observes ceux passés par la prison dans l'histoire, comme Adam Clausen, Malcolm X, mon partenaire Michael Santos qui a fait 25 ans, moi à peine 18 mois, un délinquant en col blanc arrogant pensant être supérieur, jusqu'à mon incarcération. On peut tous progresser, mais pas avec des paroles creuses, en construisant un dossier. Elle devrait tenir un journal. Qui suis-je? Que j'apprends? Que changerai-je? Pourquoi ai-je lu ce livre? Comment m'aidera-t-il? Comment élargir mon réseau? La chose la plus importante pour avancer, c'est qu'il doit y avoir une certaine acceptation du fait que j'ai tué 2 personnes. Des générations de leur famille ne seront jamais les mêmes. Il ne s'agit pas de sa souffrance à elle. Lorsqu'elle commencera à penser aux autres et à l'impact qu'elle a eu sur eux, elle pourra commencer à se remettre sur la bonne voie, mais cela ne viendra pas par des mots. Elle doit constituer un dossier documenté au fil du temps qu'elle pourra défendre. Et à quoi cela ressemble-t-il? Au cours des 30 prochains jours, aucune infraction disciplinaire. Peut-être écrire une lettre ouverte en expliquant que je suis jeune, immature et que mes parents me laissent tout faire. Je me concentre trop sur la célébrité. Tout ce que je fais, c'est penser à moi-même et je vois les conséquences de ces mauvaises décisions. Je risque la prison à vie. Voici comment je vais m'améliorer et puis le faire. Mais je dois dire, c'est difficile en prison. Dire qu'on va faire quelque chose alors qu'on est déprimé, c'est dur. Impossible d'imaginer une sortie dans 15 ans. Mais tu sais quoi? Si elle obtenait une libération conditionnelle dans 15 ou 20 ans, elle resterait une jeune femme avec toute sa vie devant elle. Je crois qu'avec de bons hommes, j'ai dit ça à propos de toutes les personnes dont vous m'avez déjà parlé. Sonny Belwani, Elizabeth Holmes, Sean Combs. Nous pouvons tous devenir meilleurs, mais ça ne demande pas de paroles. Il faut construire un dossier. C'est la seule façon dont j'ai pu remettre ma vie sur les rails en construisant des atouts, des preuves que je pouvais partager avec des gens vraiment cyniques, sachant qu'il y aura toujours des gens pour la traiter, elle et quelqu'un comme moi, de criminels, de racailles, de déchets. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit de ton côté. Tu n'en as pas besoin, mais tu dois développer un réseau. Et ça commence par « j'ai dévasté et détruit des familles. J'en ai honte. Voici comment je vais m'améliorer et reconstruire. » Eh bien, nous verrons ce qu'elle en fera si elle entend vos conseils. Merci beaucoup, Justin Paperny. Heureux d'être avec vous. Vous pouvez lire tous les rapports disciplinaires et l'intégralité du dossier de Mackenzie Shirilla sur notre application Law and Crime Plus. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.